Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision qui sont nos partenaires, les uns des radios, également 130 radios territoriales et avec TV5 Monde. 3 parties dans cette émission, dans un instant le JT des territoires que je vais vous présenter, puis après la météo c'est l'invité de Territoire d'Info. En direct sur ce plateau aujourd'hui c'est Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités locales qui sera notre invitée. Enfin, troisième partie de cette édition avec l'actualité parlementaire. Tout de suite c'est le JT des territoires, on s'y retrouve dans un instant. A tout de suite. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, on démarre ce journal en se rendant en Loire-Atlantique à Sainte-Pazanne où une série de cancers pédiatriques inquiète les autorités. 9 cas de cancer infantile en 4 ans ont été diagnostiqués. Ces enfants ont un point commun, ils sont tous originaires de cette commune de Sainte-Pazanne et des environs. Triste bilan puisque 3 d'entre eux n'ont pas survécu et 4 sont encore sous traitement. Un collectif de parents a décidé d'alerter les autorités sanitaires. Un reportage de nos partenaires sur place de Télé Nantes. Une chaîne partenaire. L'émotion dans la voix, elles racontent la maladie de leurs enfants, comment le cancer a bouleversé leur vie. C'est le cas de Marie, mais aussi de Séverine. En 2016, son fils déclare un cancer du sang. En 2 ans, la maladie va l'emporter. D'emblée, c'était un cas très très grave. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, les scanners ont révélé qu'il y avait des métastases sur tout le corps. Même à ce moment-là, ils ne savaient pas si dans une semaine, il sera encore là. Et coïncidence troublante, dans la même période, 3 autres enfants de Sainte-Pazanne et des environs sont atteints d'un cancer. Dès 2017, une maman s'interroge et décide alors de solliciter l'intervention de l'Agence régionale de santé. Après une première enquête, l'ARS admet que l'excès de cas est plausible, mais ne pousse pas plus loin les investigations. Seulement entre-temps, d'autres cas de cancer pédiatrique ont été dépistés. Ça a continué, 2018, il y en a eu encore un autre, et puis encore un autre, et puis jusqu'à un petit camarade de mon fils encore il y a un mois. C'est l'ARS, là ça y est, de suite, quand je les ai relancés ce 25 février, ils réouvrent l'enquête. Et là, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une enquête de terrain. En tout, depuis 2015, on dénombre 9 enfants entre 3 et 19 ans qui ont déclaré un cancer dans le secteur de Sainte-Pazanne. Un triste bilan, puisque 3 d'entre eux n'ont pas survécu, 2 sont en rémission et 4 encore sous traitement. Une question demeure, pourquoi tant de cancers pédiatriques sur le territoire de Sainte-Pazanne ? Nous sommes en relation directe avec l'ARS. Nous venons d'obtenir un rendez-vous avec eux début mai pour mettre le protocole et nous expliquer le protocole de recherche qui va être mis en place sur la commune pour essayer de comprendre, parce qu'on est tous avec des grands points d'interrogation. Les parents se sont réunis au sein d'un collectif et espèrent des réponses le plus rapidement possible. On se rend en Bretagne maintenant. La 40e conférence des accords de cohabitation de la Manche centrale pour les pêcheurs professionnels de cette zone a eu lieu il y a quelques jours à Plouescat. Les députés ont rejeté pour la 3e fois l'accord sur le Brexit vendredi, vous le savez. Et les représentants des organisations de pêcheurs français, anglais, hollandais, belges, anglo-normands se sont donc finalement mis autour de la table et ont reconduit leur accord dans un contexte évidemment très tendu. Reportage de Sophie Lecroisier pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, notre partenaire en Bretagne. Comme chaque année depuis 40 ans, les représentants des pêcheurs de Manche centrale se retrouvent pour conclure un accord de cohabitation entre caseilleurs et chalutiers. Dans cette zone de pêche étroite, à cheval sur les eaux britanniques et françaises, 5 nationalités cohabitent. Français, anglais, anglo-normands, hollandais et belges. Quand on regarde le travail qui a été fait en 40 ans, le début était quand même assez conflictuel, bien sûr, pour des raisons d'incompatibilité de cohabitation entre métiers différents, complètement différents. Donc ça n'a pas été toujours simple dès le départ. Mais là, on voit bien, au bout de 40 années, on est condamné à travailler dans le même jardin, la mer de la Manche Ouest. C'est une grande zone où il y a beaucoup d'activités pêche. 40 ans de concertation qui peuvent aujourd'hui paraître fragilisés par l'incertitude d'un Brexit négocié. Nous ne sommes que des pêcheurs.
Nous devons agir comme le souhaitent nos gouvernements. Jusqu'à ce que ces décisions soient prises, nous continuons de dialoguer entre nous. Nous sommes des amis et cet accord de cohabitation a bien fonctionné jusqu'à maintenant, et ce depuis de nombreuses années. Du côté belge, c'est si important les eaux britanniques pour toutes nos opérations. Il y a 50% de nos activités qui se trouvent en eaux britanniques. C'est inconcevable pour l'instant pour dire qu'il y aura un changement. L'accord sur le Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni a été rejeté pour la 3e fois par les députés britanniques. Les pêcheurs professionnels restent donc dans le flou, au moins jusqu'au 12 avril, date à laquelle Londres devra présenter une alternative au texte du Brexit et demander un nouveau report pour éviter une sortie sans accord. S'il devait y avoir une interruption de l'accès aux eaux, il va falloir redéfinir des zones de cohabitation et d'échange, déjà entre navires européens, mais il n'empêche qu'il y aura toujours une continuité de discussion, un espace d'échange, c'est un vrai espace d'échange, qui soit sur ces accords Manche centrale, mais les accords aussi Nord-Finistère. Une belle leçon de démocratie. Rappelons que cet accord de cohabitation est unique en Europe. On se rend maintenant en Occitanie pour une jolie histoire. Des salariés d'Airbus ont fabriqué bénévolement une prothèse imprimée en 3D pour Lou, une petite fille de 9 ans qui vit à Lavore dans le Tarn et qui est née sans son avant-bras droit. Un reportage des équipes vidéo de La Dépêche du Midi, notre partenaire. Elle fait du vélo comme toutes les petites filles de son âge. C'est génial. Lou a été appareillée il y a quelques jours et cette nouvelle prothèse, elle l'a déjà adoptée, elle l'a même personnalisée. J'ai choisi un fer à cheval avec dedans mon prénom. Je trouve que ça fait plus ma prothèse vraiment personnalisée à ma manière. Maintenant, elle a plus le regard des gens, elle s'en fiche en fait. Maintenant, elle sait que c'est sa main, voilà, ça fait partie d'elle et c'est son plus. On est fiers. Ah, elle en est très fière. Lou a 9 ans. Elle est née sans son avant-bras droit à cause d'une malformation congénitale. Elle a découvert sa nouvelle prothèse dans les locaux d'Airbus, car ce bras artificiel imprimé en 3D a été conçu et réalisé par des salariés de l'avionneur. Depuis la dernière fois, tu t'es bien amélioré. C'est cet ingénieur qui est à l'origine de l'aventure. Denis a rencontré Lou grâce à l'association Enable. En moins de 2 mois, il constitue une équipe de 8 personnes pour fabriquer la prothèse. Ça permet d'utiliser les moyens et la haute technologie que peut nous apporter l'entreprise pour pouvoir aider, grâce à des associations comme Enable, aider d'autres enfants dans le futur. Et alors à l'école, tu l'utilises aussi ? J'essaye de m'entraîner en classe pendant les temps libres. J'essaie d'être un stylo, ma trousse. Jusqu'à présent, l'appareillage de Lou était lourd, à la mobilité limitée. La technologie de l'impression 3D a permis d'obtenir un matériel plus adapté aux enfants. Ça lui permet de pouvoir faire du vélo, d'attraper des choses et de pouvoir vraiment la garder toute la journée. Grâce à ce nouveau bras qu'elle ne voit plus comme une prothèse, Lou a réussi à faire de son handicap une force. On se rend dans le sud-est à présent où un appareil de radiothérapie unique en France vient d'être inauguré à l'Institut Paoli-Calmette à Marseille. Cet institut est le seul en France à être doté de cette machine. Elle permet de contrôler la position de la tumeur et l'irradier pendant le traitement. Les détails dans ce reportage de Yann Telcriado pour Provence Azur TV, notre chaîne partenaire à Marseille. C'est une première en France, voilà la nouvelle acquisition de l'Institut Paoli-Calmette. Cet appareil de radiothérapie offre de nouvelles approches thérapeutiques aux patients atteints de tumeurs mobiles, comme les tumeurs digestives, du pancréas, du poumon, du cerveau et de la prostate. À la pointe de la technologie, l'équipement médical permet une visualisation augmentée des tumeurs et des organes à risque, afin d'irradier avec plus de précision la tumeur en épargnant au mieux les tissus sains. Avec cette machine, on va pouvoir faire des irradiations stéréotaxiques de foie sans aller mettre des fiduciaires, c'est-à-dire des clips, donc c'est un geste invasif, dans la tumeur pour la visualiser. Parce que sans ça, on ne pouvait pas la visualiser avec l'imagerie embarquée qu'on avait en temps normal. Là, ça sera plus aisé. Ça s'adresse évidemment pas à toutes les tumeurs, ça s'adresse surtout aux tumeurs qui vont être en tissu mou. C'est le pancréas, le foie, les tumeurs du pelvis. En revanche, par exemple, pour un cancer du sein, il n'y aura pas d'intérêt à utiliser cette technique, ou tout au moins pas pour tout le traitement. La particularité de l'appareil, il réalise une radiothérapie adaptative. C'est-à-dire qu'il va s'adapter au fil des séances à l'évolution de la tumeur. Si elle diminue, si le patient maigrit,
Et donc ça épargnera les tissus sains. Une précision qui permet parfois de diminuer le nombre d'interventions chez le patient. La machine est en fonctionnement à l'IPC depuis le mois de février, un investissement de plus de 8 millions d'euros. Le département des Bouches-du-Rhône, la métropole et la ville de Marseille ont participé à son financement à hauteur d'1 million d'euros chacun. Il n'existe aujourd'hui qu'une dizaine d'exemplaires dans le monde. Marseille est la deuxième ville d'Europe après Amsterdam à se doter de cet appareil de pointe. On se rend en Gironde à présent. Le cours des ventes de vin de Bordeaux inquiète. Ce n'est pas encore une généralité, mais le seuil est si symbolique que syndicats agricoles et courtiers bordelais tirent la sonnette d'alarme. En jeu, le cours des ventes de vin de Bordeaux entre professionnels qui est passé sous la barre des 1 000 € le tonneau de 900 litres, ce qui est très en dessous des prix de revient. Alors que doit s'ouvrir la semaine des primeurs, inquiets, les professionnels appellent donc à un arrêt de cette tendance baissière pour ne pas tirer l'ensemble de la filière vers le bas. Les explications de Franck Poirot de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, notre partenaire. Ces 2 dernières années, le vignoble bordelais n'a pas produit le maximum de son potentiel de volume de vin. Pour certains viticulteurs, ces épisodes se traduisent par peu de récoltes à vendre. Poussés par les banques pour reconstituer leur trésorerie, ils sont obligés de vendre une partie de leur récolte à perte. Cette vente se fait entre professionnels et de vignerons à négociants, c'est la vente en vrac, alors que les prix de revient se situeraient autour de 1 200 – 1 300 € le tonneau de 900 litres de vin. Acculés, ces vignerons vendent cette même quantité sous la barre de 1 000 €. Pas repartir comme en 2008-2009, où les cours s'étaient complètement effondrés et où beaucoup de personnes sont restées sur le carreau. À l'heure actuelle, on a de plus en plus de contraintes, et si on veut aller vers la transition écologique, il faudra aussi qu'on puisse investir et qu'on puisse se développer pour arriver à ça. La FDSEA appelle donc à un arrêt de la baisse des cours du vin. En février dernier, le tonneau de 900 litres se vendait autour de 1 310 €, 1 496 en 2017. Cette tendance baissière inquiète. En face, les négociants chargés de commercialiser ces vins en France et à l'étranger sont eux aussi confrontés à un problème. Les 2 principaux marchés de ces vins sont en berne. Le marché intérieur français d'abord, en recul de 12%. À l'export, le marché chinois le plus important pour les vins de Bordeaux est lui aussi en recul de 33%. Les stocks grossistes ne favorisant pas une hausse des cours, pour la Confédération paysanne, Bordeaux paye une erreur de stratégie faite il y a quelques années. C'est d'avoir cru que la Chine il nous prendrait éternellement 30% des volumes. C'est d'imaginer qu'on allait pouvoir rester là-dessus. C'était complètement illusoire. Après, on a été complètement à la ramasse sur les questions environnementales, en faisant croire qu'on allait arrêter d'abord tous les pesticides, c'est la déclaration de 2016, et puis après, tout le monde a bien vu que ce n'était pas le cas, qu'il y avait toujours des problèmes. Cette tendance à la baisse va-t-elle s'inscrire dans la durée? Les vins de Bordeaux vont-ils affronter de nouvelles crises comme celle qui avait secoué le vignoble au début des années 2000? Réponse dans les mois à venir. En attendant, les professionnels des vins de Bordeaux souhaitent que la semaine des primeurs aide à enrayer ce passage à vide. Les acheteurs venus du monde entier viendront tester et acheter le dernier millésime bordelais. Voilà, on poursuit ce journal avec, dans un instant, les unes de la presse quotidienne régionale et la suite de l'actualité dans la presse quotidienne régionale. Dans un instant, à tout de suite. Bonjour Saveria, on commence avec le Dauphiné libéré et l'hommage au plateau de Glières, des Glières, 2 présidents pour un symbole. Hommage pour les 75 ans de ce haut lieu de la résistance. Le général de Gaulle y était allé dès novembre 1944. Hier, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron étaient côte à côte pour célébrer le souvenir des Glières. Ces combats au cours desquels une centaine de résistants furent tués en 1944. Emmanuel Macron a salué ces héros qui, dans la neige, tenait un petit bout de France où il pouvait fièrement défendre les valeurs du pays. De janvier à fin mars 1944, 465 maquisards s'étaient regroupés sur le plateau pour recevoir des parachutages des Alliés attaqués par l'armée allemande et la milice de Vichy. 124 d'entre eux furent tués au combat ou fusillés, 9 ont disparu et 16 mourront en déportation. Voilà, à la une de Midi Libre, l'heure des comptes pour les gilets jaunes, notamment pour les commerçants. Des centaines de commerces touchés, des voitures brûlées, des équipements publics endommagés. La facture de la crise des gilets jaunes est lourde. Exactions, commerçants, Berne, les grandes villes de la région dont Montpellier paye au prix fort un mouvement qui dure. Le coût des dégâts après les manifestations n'est pour l'instant pas immédiatement mesurable. Les assurances affirment que les dégradations matérielles s'élèveront aux alentours de 200 millions d'euros. Le gouvernement a annoncé, lui, des
mesures de soutien aux commerçants sous forme d'étalement des charges sociales et des échéances de paiement des impôts, mais aussi des exonérations fiscales. Depuis le début du mouvement, certains commerçants ont vu leur chiffre d'affaires descendre en flèche. Reste à savoir, en dépit des mesures qui ont été prises, si les petits commerces qui ont été les principaux touchés vont pouvoir se relancer ou bien est-ce qu'ils vont être obligés de mettre la clé sous la porte. Voilà, conditions météo, absence de pluie, on verra d'ailleurs tout ça dans la météo tout à l'heure des territoires. À la une du Petit Bleu d'Agen, c'est la terre qui a déjà soif à cette époque de l'année. Le manque de pluie dans les régions du sud-est atteint un niveau record. Conséquence, la végétation connaît un assèchement important depuis plusieurs semaines. Les premiers feux de la saison ont déjà détruit plusieurs milliers d'hectares. Dans Lot-et-Garonne, dans la région d'Agen, les agriculteurs sont obligés d'irriguer leurs champs alors que nous ne sommes qu'en avril. Problème, cette eau utilisée aujourd'hui ne manquera-t-elle pas lors des grandes sécheresses d'août? C'est ce que craignent tous les spécialistes. Vous êtes-vous fait avoir à la une de Nord Littoral? Oui, un poisson d'avril ou pas, l'Angleterre réclame Calais à la France. Une découverte prouverait que Calais est toujours anglaise. Des fouilles sont actuellement en cours au Fort Rismond. Un ancien parchemin datant du XVIe siècle a été découvert par les archéologues. Après des analyses et des recherches, nous pouvons affirmer qu'il s'agit de l'acte qui rendait Calais alors anglaise depuis 1346 à la France, une découverte cocasse en plein Brexit. C'est surtout, visiblement, un bon poisson d'avril. Oui, avec bien étayé d'ailleurs. Hein. Merci Saver, on retrouve en dernière partie de cette émission pour l'actualité parlementaire. Dans un instant, c'est le Club de la Presse, Christophe Gauthier, Jean-Louis Picot. À tout de suite. Bonjour Christophe Gauthier, vous êtes éditorialiste à 100% Radio, une radio de Toulouse affiliée aux Indes radios, partenaire de cette émission. Merci, vous êtes le rédacteur en chef de VSD. Et bonjour Jean-Louis Picot, merci d'être là, comme chaque lundi presque, rédacteur en chef du supplément Écho du Parisien. On démarre avec vous dans ce Club de la Presse, avec le BTP qui vise haut. En fait, il vise écolo le BTP maintenant. C'est à la une de ce cahier spécial Le Parisien Écho aujourd'hui. Oui, le BTP doit se mettre aux nouvelles normes qui respectent mieux l'environnement. Alors, il y a énormément de travail parce qu'on part quand même d'assez loin. Donc là, on s'est intéressé à un chantier zéro carbone qui est à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, qui est à l'image de 6 autres chantiers actuellement chantier modèle, dit-on. Chantier modèle, qui a un label justement zéro carbone. Alors, comment ça se passe? Bon, il y a bien sûr de nouvelles matières qui servent à construire ces nouvelles ces très bâtiments. Anciennes. Une nouvelle utilisation. Et voilà que revient la paille. Il y a la paille. Tout à fait. Ouais. Il y a la paille qui sert d'isolant. Il y a même de la laine de mouton aussi qui peut servir. Ouais. Alors maintenant, on a des nouvelles techniques justement qui permettent d'utiliser ces anciennes matières. À la place de la laine de verre. Hein. Ah oui, c'est mieux quand même que la laine de verre. Et puis, ce qui est intéressant, il me semble, c'est que toute la filière, quand on fait un chantier, est concernée par ces efforts. C'est-à-dire, ça part des transports pour amener toutes ces matières justement avec des véhicules électriques souvent qui sont utilisés en l'occurrence, jusqu'aux déchets, puisqu'on sait que faire des déchets lorsqu'on fait une réhabilitation, puisqu'en l'occurrence c'est le cas avec l'exemple que l'on cite, ces déchets sont recyclés. On cite aussi l'exemple du village olympique à Paris pour les JO 2024, dont 70% des déchets seront recyclés, réutilisés à l'issue des travaux. Alors, il y a une chose qui m'a intéressé dans cet article, c'est vous avez découvert du ciment écolo. Alors là, expliquez-nous. Oui, c'est une technique, c'est ce que je disais. On peut fabriquer du ciment qui est plus éco-responsable. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas changer à 100% les matières déjà utilisées, mais désormais, il y a moyen de les rendre moins nuisibles pour l'environnement. C'est le cas de ce ciment qui est mélangé justement avec des matières qui sont plus responsables en termes d'environnement. Alors, des chiffres que j'ai découverts d'ailleurs grâce à ce papier, 392 000 entreprises en France liées au BTP, c'est énorme. C'est énorme, c'est plus que des secteurs unis comme la banque, l'assurance, qu'on part souvent en termes de poids économique et de volume de personnel. Alors si on parle d'emploi, c'est intéressant aussi parce que cette transition écologique, comme dans d'autres domaines, va permettre de créer de nouveaux emplois. Je crois qu'il y en a plus de 40 000 qui seront créés dans le cadre justement de ces transformations. 214 000 emplois créés en Île-de-France en 2018. Au total, oui, pour le BTP, dont une bonne partie pour la transition écologique. Donc justement, il y a un autre défi pour ces métiers tels que le BTP, c'est d'attirer justement des gens
pour travailler. C'est ce que je disais, il y a des métiers qui se transforment et donc une nouvelle image pour certaines de ces professions qui pouvaient parfois peiner à convaincre d'éventuelles personnes. Alors ça concerne des chantiers qui nous intéressent tous. Le Grand Paris, c'est les JO. Ouais. Vous écrivez « Le monde nous regarde » sur ce chantier. Bien sûr, il y a un défi immense. Anne Hidalgo, lors du lancement de ce projet JO, tout de suite avait baptisé cette opération sous une couleur très verte. Hein. Ce sont les JO éco-responsables. Donc ça commence justement par des bâtiments qui le seront. On cite le village olympique qui est en Seine-Saint-Denis, qui sera entièrement en bois. Hein, je ne l'ai pas dit, mais la filière bois, bien sûr, bénéficie beaucoup de ces nouvelles normes et de cette nouvelle façon de travailler dans le BTP. Donc c'est sûr que, comme le dit l'un des responsables de l'opération JO, le monde entier va nous regarder. Donc c'est important, là aussi, d'un point de vue écologique, qu'on soit à la hauteur. Et puis alors, il y a des invités de la semaine, Pauline, Julien, Corentin, Sébastien, sont des étudiants qui évaluent au fond écologiquement les entreprises dans lesquelles ils veulent aller travailler. C'est absolument. Ça, ouais. C'est ce fameux message qui a été lancé par des élèves des grandes écoles, c'est-à-dire nos dirigeants de demain, hein, que ce soit dans le privé ou que ce soit même au niveau de l'État, et qui mettent en garde les patrons des grandes entreprises en disant « Nous, on ne veut pas aller n'importe où, on veut travailler pour des gens justement qui ont cette fibre et cette responsabilité écologique ». Et donc, ils estiment, à juste titre sans doute, qu'il n'y a pas suffisamment d'efforts au niveau des entreprises, que dans les programmes justement des universités, toute cette partie responsable n'est pas forcément très bien mise en avant. Et donc, ils préviennent, ils mettent en garde et ils disent qu'ils ne seront pas prêts à aller travailler n'importe où et à n'importe quel prix. Environnement, le BTP vise haut à la une de Parisien Éco, ce supplément du lundi, et aider les étudiants à évaluer écologiquement leurs futurs employeurs. Papier très intéressant, avec ce changement de mentalité. À tout de suite, Jean-Louis Picot. On va partir du côté du Tarn. Bonjour Christophe Gauthier, merci d'être avec nous ce matin. À Garrigues. Absolument. Alors, VSD, vous avez une tendance territoriale très forte depuis que vous en avez pris la rédaction en chef. Oui, tout à fait. Chaque fois, il y a des sujets territoriaux intéressants. Alors là c'est absolument... J'allais vous demander si ce n'était pas un poisson d'avril. Pour sauver son élevage, le dernier, c'est le dernier du village de Garrigues dans le Tarn. Donc David Comet, c'est cet agriculteur, a lancé un cabaret auberge à la ferme. Et puis depuis, ça ne désemplit pas. Hein. Absolument. On a des photos absolument incroyables. D'ailleurs, la photo d'ouverture, on la voit, la ferme en folie. Alors, ça n'est pas du tout un poisson d'avril, hein, parce que le journal, il est bouclé depuis un petit moment, et donc bien avant le 1er avril. Non, on est tombé sur ce sujet qui nous a beaucoup intéressés, parce que, comme vous le dites, il est évidemment ancré dans les territoires, et c'est surtout une aventure qui est une aventure humaine et économique. Ça ne marchait plus, en gros, pour lui. Hein. Voilà, l'histoire de David vient, en fait, il est directeur du lycée agricole de Lavore, tout près de Toulouse. Et puis, à un moment, il se trouve que c'est assez contradictoire d'essayer de convaincre ses étudiants, ses élèves, ils sont 300, de dire que l'agriculture est un métier formidable alors que la ferme de ses parents est en train de péricliter à quelques kilomètres de là. Alors il se retrousse les manches et puis il retourne au village. Alors il nous explique évidemment, les paysans du coin, ils disent avec son savoir, le directeur, on l'attend au tournant. Et puis dans un premier temps, donc, il va ouvrir un restaurant pour essayer d'écouler la production. Il fait du bovin et de la volaille. Ça ne suffit pas. Ça augmente un petit peu les marges. Mais c'est insuffisant et donc il décide de transformer sa ferme en cabaret. Et donc, alors là, ça cartonne. Alors là, ça cartonne parce que ça draine une population qui est une population, évidemment locale. Et puis, ça vient de tout le département, puis des départements voisins. Donc, c'est un grand succès, là. Il a créé 10 emplois, il a ouvert deux commerces, hein, c'est un restaurant et puis sa boucherie. Donc ça prouve qu'avec un petit peu d'imagination, on se retrouve dans les manches, en fédérant des gens. French Cancan, magicien, il y a tous les ingrédients d'un cabaret, vrai. C'est un vrai cabaret. Dans la ferme. Oui, c'est un vrai cabaret dans la ferme, dans une salle qui est aménagée, dans une grange, avec des spots, avec on va aller chercher des images de ça. Avec une scène, et puis évidemment des droits qui sont versés à la SACEM, parce qu'il utilise de la musique. Donc il y a effectivement des girls, il y a un magicien, il y a un ventriloque, et ça ne désemplit pas, c'est un succès qui est reconnu dans toute la région et qui nous a beaucoup amusé. Bon. Et c'est un encouragement à la reconversion. Dans le Tarn, vous êtes éditorialiste à 100% radio à Toulouse, donc c'est tout près. C'est tout près. Et puis dans VSD en une, c'est leur secret de famille. Alors là, c'est intéressant, ce sont nos politiques que vous présentez, avec tous des ancrages territoriaux incroyables. Ils sont originaires de petits villages, il y a des ancêtres que vous avez retrouvés, vous avez remonté au fond les filières généalogiques. Absolument, on s'est demandé un petit peu d'où venaient
notre personnel politique. Et évidemment, l'ancrage territorial, l'origine des familles est importante. Alors, non pas sur les parcours politiques, mais probablement pour les histoires personnelles et les valeurs véhiculées par nos hommes politiques. Il y en a un qui a des cousins partout, hein. C'est François Hollande. C'est François Hollande. François Hollande, c'est le cumulard. Alors François Hollande, ça s'explique, parce que François Hollande, il a une famille qui vient de 6 régions différentes de l'Hexagone. Donc forcément, ça fait des échafaudages, des mariages croisés. Et François Hollande, il est cousin à la fois de Nicolas Sarkozy, de Nadine Morano, de Claude Guéant, Le sait-il lui-même? Non, mais oui, il s'en est pas rendu compte. Vous lui avez dit, on lui a dit. Et ce n'est pas non plus un poisson d'avril. François Hollande est descendant de Dieu, directement de Dieu. Ça n'est pas un poisson d'avril. Il a un ancêtre qui s'appelait Valentin Dieu, qui était éclusier dans le Pas-de-Calais au XVIIIe siècle. Dieu, c'était Mitterrand, non? C'est François Hollande aussi maintenant. Merci beaucoup. Christophe Gauthier, éditorialiste à 100% Radio à Toulouse et rédacteur en chef de VSD. Vous restez avec nous, ainsi que Jean-Louis Picot, pour le débrief de l'actualité et des propos de notre invité politique qui sera en direct sur ce plateau tout à l'heure. C'est Jacqueline Gourault, la ministre justement de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales. Tout de suite ensemble, messieurs, regardez, j'en parlais tout à l'heure, la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui et également dans les départements français des Outre-mer. On regarde ensemble, on se retrouve après. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, c'est Jacqueline Gourault, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales. Jacqueline Gourault qui sera en direct sur ce plateau tout à l'heure. Tout de suite, on va aller regarder ce qui se passe du côté du reste du monde, ce que vous devez retenir de l'actu du monde avec TV5 Monde. On démarre avec l'Ukraine, un comédien qui s'appelle Zelensky, Vladimir Zelensky, qui est en tête du premier tour de la présidentielle devant le sortant, le président Petro Poroshenko. En Algérie, ensuite, avec le nouveau gouvernement composé de 19 nouvelles têtes, gouvernement déjà contesté dans la rue, vous le verrez. Enfin, au Brésil, le Brésil qui se divise, des milliers de manifestants contre la commémoration du coup d'État militaire de 1964, décidé par le président Jair Bolsonaro. A tout de suite avec l'invité politique. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Il a déjà revêtu l'habit présidentiel dans sa vie, mais pour jouer la comédie dans une série télévisée intitulée « Serviteur de l'État », il y interprétait un professeur d'histoire élu président de son pays. Cette fois, Volodymyr Zelensky n'a jamais été aussi près de la réalité. Il vire en tête ce dimanche du premier tour de l'élection présidentielle en Ukraine, avec plus de 30% des voix. Je veux dire merci à tous les Ukrainiens qui n'ont pas voté pour moi, juste par plaisir. On avait promis un gouvernement de technocrates, même si les Algériens massivement dans la rue depuis au moins 2 vendredis rejettent déjà ce nouveau gouvernement qu'ils considèrent être un gouvernement du système, présidé par un homme du système avec des hommes et des femmes du système. Alors la surprise est grande, d'abord parce qu'il y a le maintien du général Gaïd Salah, qui est le chef d'état-major de l'armée, qui reste vice-ministre de la Défense malgré l'énorme contestation. Le maintien également de Houda Imen Ferraou, le ministre de la Poste et des Télécommunications en Algérie, aussi une figure du système, il faut le dire, même s'il y a de nouvelles têtes qui commencent déjà à être descendues dans les réseaux sociaux. Pourquoi avez-vous accepté d'entrer dans le gouvernement de la honte? C'était cette semaine au Brésil. Un régiment qui marque le 55e anniversaire du coup d'État militaire, en musique et en public,
tout ce qu'il y a de plus officiel. Tout va bien? Certains se demandent pourquoi les médias sont là. Quel est le problème? Les nostalgiques du régime militaire se sentent pousser des ailes. Les victimes de la dictature s'inquiètent. De la même façon que les Allemands ne veulent pas qu'on nie l'Holocauste, nous ne voulons pas que la dictature soit niée. Parce que si on accepte cela, cela veut dire qu'on accepte les pratiques qui ont été utilisées contre les opposants. Dans ces champs de cannabis thérapeutique, 350 personnes travaillent chaque jour. L'entreprise canadienne Pharmacielo a vu les choses en grand et cultive une vingtaine d'hectares. La Colombie est le premier producteur mondial de fleurs et la plupart de nos employés ont grandi dans l'industrie des fleurs. Ils ont juste découvert une nouvelle plante, cette jolie petite fleur, pour un usage différent. La Colombie est naturellement le pays pour le commerce international du cannabis. On n'est pas des artisans, ici on développe pour conquérir le marché mondial.